Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au nom de la Bibliothèque nationale de France et de sa présidente Laurence Angel, je vous souhaite la bienvenue donc, pour écouter la conférence de Emmanuel Trella consacrée à Newton. Donc, un petit rappel, cette conférence donc, est la première de la 15e saison du cycle Un texte à mathématicien, qui est le fruit de la collaboration entre la Société mathématique de France et la Bibliothèque nationale de France. Donc, avant de passer la parole à Serge Canta, qui va vous présenter un peu plus longuement le conférencier de ce soir, je voulais juste saluer nos partenaires sur cette manifestation, à savoir la revue Tangente et l'association Animat. Voilà, il nous reste à nouveau à vous souhaiter une très bonne conférence et je passe le micro à Serge. Bien, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux et d'avoir bravé les intempéries hivernales. Donc cette année, nous aurons 4 conférences comme d'habitude qui vont, je pense, illustrer l'aspect international et cosmopolite des mathématiques, puisque nos prochains conférenciers viendront de Suisse, des États-Unis et d'Angleterre. Mais rassurez-vous, ils parlent tous français parfaitement. Voilà. Alors pour ce soir, nous accueillons Emmanuel Trella. Emmanuel a commencé ses études, disons, au lycée de Langres, puis il a été admis à l'école normale supérieure à Cachan. Je crois, si je me souviens bien, qu'il a retourné faire sa thèse à Dijon, si je ne dis pas de bêtises, en Bourgogne. Et maintenant, il est professeur des universités à l'université Sorbonne, Paris-Centre, Paris 6. Voilà. Donc Emmanuel est spécialiste du contrôle des mouvements qui sont décrits par des équations différentielles, ou plus généralement des équations aux dérivées partielles, avec une vision globale du sujet qui va des aspects les plus théoriques aux aspects les plus appliqués. Ce soir, nous verrons, je pense, des applications en aéronautique, à l'aérospatiale. Et ces travaux ont été distingués à de nombreuses reprises, que ce soit pour l'Académie des sciences en France ou, par exemple, par la Société mathématique européenne. Voilà, donc je suis très heureux d'accueillir Emmanuel Trella, qui va nous faire un exposé sur la pomme de Newton et les courants de gravité. Merci beaucoup, Serge, et merci à tous. Merci pour votre accueil chaleureux. En fait, je suis venu vous raconter une histoire. C'est l'histoire de la découverte de la gravitation universelle par Newton et des lois du mouvement, avec lesquelles on arrive à prédire le mouvement d'un objet qui est soumis à des forces. Et on va voir comment, en 350 ans, on a réussi à tirer parti de cette découverte, qui date des années 1666 à peu près, pour finalement arriver à concevoir de nos jours des missions spatiales qui soient gratuites ou quasi gratuites en termes de carburant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que grâce aux découvertes de Newton, on va voir que de nos jours, on est capable d'envoyer des engins spatiaux quasiment sans aucun moteur, sans aucune énergie, jusqu'à l'autre bout du système solaire. Alors l'histoire, elle démarre avec ce texte, ce magnifique ouvrage d'Isaac Newton, les Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, qu'on abrège souvent en Principia Mathematica ou même simplement Principia. Cet ouvrage paraît à Londres en 1687, c'est un gros ouvrage de 550 pages, dans lequel Newton ne fonde pas moins que la mécanique classique moderne, telle qu'on l'enseigne d'ailleurs dans tous les lycées. Il y formule la théorie de la gravitation universelle, il y formule aussi les lois du mouvement, qu'on appelle désormais les lois de Newton, et d'ailleurs, au passage, il jette les bases du calcul infinitésimal, du calcul différentiel, qui a engendré toute l'analyse mathématique. Alors, Isaac Newton, il naît à Woolsthorpe, en Angleterre, en 1642. Woolsthorpe, vous voyez, c'est ici sur la carte, vous avez ici une carte d'Angleterre, Londres, Cambridge, qui est au nord de Londres, et puis Woolsthorpe, qui est encore au nord-ouest. C'est le manoir d'enfance d'Isaac Newton, qui a des parents fermiers. Son père meurt un peu avant sa naissance, et en fait, Isaac va être élevé par ses grands-parents et par son oncle,
qui d'ailleurs très vite se rend compte que Isaac n'est pas du tout fait pour les travaux dans les champs, et du coup il l'envoie à l'école. Et là, Isaac se révèle assez doué pour les sciences, comme vous l'imaginez, comme la suite le démontre. Et à 18 ans, Isaac Newton va rejoindre le Trinity College à Cambridge, où il va commencer à étudier l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, l'alchimie, la théologie, qui le passionnent. En 1665, il revient dans son manoir d'enfance à Woolsthorpe parce qu'il y a une épidémie de peste à Cambridge. Et donc, il va repasser 2 ans dans le manoir de sa mère. Et là, selon les biographes, selon Newton aussi lui-même, c'est là qu'il fait la majorité des découvertes qu'il continuera d'expliciter et de formuler dans la suite de sa vie. On lui doit de nombreuses inventions et découvertes à Newton, en maths, en physique notamment. J'aime beaucoup cette image parce que cette image illustre assez bien l'ensemble des découvertes de Newton. Newton est d'abord connu, il devient un grand scientifique pour ses découvertes en optique. Par exemple, c'est lui qui démontre que la lumière blanche est une superposition de toutes les couleurs. Vous voyez ici le prisme de Newton. Vous voyez aussi le télescope de Newton, c'est lui qui l'invente. Il invente un télescope à réflexion par miroir qui permet de voir les astres de manière beaucoup plus précise, sans le phénomène d'aberration que vous avez dans les lunettes avec des lentilles traditionnelles. Donc pour ça, il est immédiatement très très connu. Bien sûr, il est le plus connu pour sa découverte de la gravitation universelle et des lois du mouvement, que vous voyez illustrées ici, avec la fameuse pomme de Newton que vous voyez en arrière-plan, ou le mouvement des planètes ici autour du Soleil. Les planètes tournent autour du Soleil selon des ellipses. C'est Newton qui le démontre. D'ailleurs, sa théorie de la gravitation universelle lui permet aussi à l'époque de démontrer que la gravitation est à l'origine du phénomène des marées, ce que vous voyez aussi sur l'image, avec la Lune et l'océan. Et puis, bon, je trouvais que cette image manquait de formules de maths, tout de même, donc j'en ai rajouté, qui sont dues à Newton. Newton a de nombreuses découvertes mathématiques, notamment il est aussi à l'origine du calcul infinitésimal, j'en dirai un mot plus précis tout à l'heure, mais on lui doit par exemple la célèbre formule du binôme de Newton, qui vous donne la puissance n d'une somme, ou on lui doit encore la non moins fameuse méthode de Newton en analyse numérique, qui permet de trouver les zéros d'une fonction, et dont d'ailleurs je me sers énormément dans les applications de mes recherches à l'aérospatiale. Alors, c'est au cours de ces 2 années, dans le manoir de sa mère, que Newton progresse énormément en sciences. Et en effet, c'est en 1666 que, en tout cas selon la légende, a lieu le fameux épisode de la pomme, dont vous avez tous entendu parler. En fait, c'est probablement une légende forgée par Newton lui-même. Donc, c'est une anecdote qui est rapporté par William Stockley, qui est le biographe de Newton, suite à une discussion que Stockley a eue avec Newton en 1726, donc un petit peu avant la mort de Newton. Et donc, selon cette anecdote, donc c'est Newton qui raconte ça à Stockley, il forge un petit peu sa légende, Newton est à la fenêtre du manoir de sa mère, et là, dans le jardin, il y a un pommier de Newton, et il voit une pomme qui tombe. Et cette pomme qui tombe lui donne une intuition géniale, et son intuition, c'est que la force d'attraction qui fait tomber la pomme vers la Terre serait la même, ou en tout cas de même nature, que la force d'attraction qui maintient la Lune sur son orbite autour de la Terre. Question qui, d'ailleurs, que se posent beaucoup de ses contemporains. Donc, intuition géniale de Newton. Ça fait partie, bien sûr, de la légende et des choses qu'on a envie de raconter. Le pommier de Newton, il n'existe plus, en fait. Donc ça, c'est le manoir de Woolsthorpe. Et ce que vous voyez ici, ce pommier extrêmement tortueux, c'est en fait une repousse du pommier de Newton, parce que le vrai pommier de Newton d'origine, il a été abattu après une tempête en 1816. Donc ce que vous voyez ici, c'est une repousse. Et ce que vous voyez à Cambridge, qui est présenté d'ailleurs par ma sœur, ici présente, ce pommier que vous voyez ici, c'est un rejet du pommier d'origine de Newton et qui a été planté très fièrement
à Trinity College, sous la fenêtre de la chambre occupée par Newton pendant ses études. Voilà. Alors, que dit la loi universelle de la gravitation de Newton? Et Newton l'a vraiment formulé ainsi à l'époque, alors en latin. Bon. Il a formulé que deux astres de masse respective, disons M1 et M2, ont tendance à s'attirer l'un et l'autre, avec une force d'attraction universelle qui est proportionnelle au produit des masses des deux astres et qui est inversement proportionnelle au carré de leur distance, la distance r entre les deux astres. Voilà la façon dont Newton formule la loi universelle de la gravitation. La proportionnalité, d'ailleurs, se fait avec ce qu'on appelle de nos jours la constante universelle de gravitation. Et alors, il est intéressant de mentionner l'approche scientifique de Newton, qui est extraordinairement moderne. Newton n'accepte que les relations mathématiques qu'il a postulées, qui correspondent parfaitement à l'expérience, à l'observation. Sinon, il n'en veut pas. Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'à l'époque où il formule, en tout cas selon ses biographes, la loi de gravitation, donc autour de l'année 1666, eh bien, Newton veut confronter sa loi de gravitation à l'expérience. Vous voyez, Newton dit souvent « je ne feins pas d'hypothèse ». Et alors, malheureusement, avec les données numériques dont il dispose à l'époque, notamment le rayon de la Terre, ces données sont trop grossières et selon les calculs que fait Newton, il trouve que la Lune devrait tomber sur la Terre. Bon, alors il constate que ce n'est pas le cas. L'expérience ne correspond pas à sa théorie et du coup, il renonce, en tout cas provisoirement, à sa théorie, ce qui est quand même dommage. Une magnifique théorie de la gravitation universelle a failli rester dans des brouillons, en tout cas dans la tête de Newton. Et heureusement, 16 ans plus tard, en 1682, il apprend un petit peu par hasard à la Royal Society, dont il est membre désormais à Londres, il apprend désormais qu'il y a une valeur numérique, une estimation du rayon de la Terre qui a été déterminée, d'ailleurs par un Français qui s'appelle Picard. Et selon cette nouvelle valeur beaucoup plus précise, eh bien cette fois, il trouve que sa théorie est finalement parfaitement conforme aux observations. La Lune ne tombe plus sur la Terre. Et alors là, on est presque à la genèse des Principia. En fait, à la fin des années 1670, Newton a repris ses travaux sur la mécanique céleste. Et à vrai dire, il y a une sorte d'ébullition dans le monde scientifique. Les gens essaient d'expliquer, par des théories mathématiques, que, effectivement, les planètes tournent autour du Soleil selon des trajectoires elliptiques. Donc, ils essaient de démontrer les lois de Kepler. Et notamment, l'idée qu'il y aurait une force de gravitation qui serait en 1 sur r carré, inversement proportionnelle à la distance, c'est une idée qui est dans l'air du temps. C'est une idée que partagent pas mal de scientifiques, notamment, par exemple, Robert Hooke, qui est un scientifique anglais, qui va être en conflit quasiment toute sa vie avec Newton, qui va lui disputer, par exemple, ses lois sur l'optique, etc. Bon. Ce qui manque, en tout cas, à Hooke, qui a des écrits sur lesquels il a effectivement écrit qu'il y aurait une loi de gravitation à 1 sur R2, mais ce qui manque à Hooke, vous voyez, par rapport à Newton, c'est que Hooke n'a pas la puissance mathématique de Newton. Newton a un véritable génie mathématique qui va lui permettre, à lui, de retrouver et de démontrer les lois de Kepler. Je vais vous montrer comment tout à l'heure. Et alors, le vrai point de départ des Principia, la genèse, c'est en 1684, lorsqu'un jeune astronome, prénommé Halley, c'est le découvreur de la comète qui porte son nom, pose une question à Newton. En fait, Edmund Halley a observé la comète de Halley, qui est passée en 1682. Puis cette comète l'intrigue. Halley pense que, tout comme les planètes, les comètes tournent aussi autour du Soleil selon des trajectoires elliptiques. Mais il ne sait pas du tout le démontrer. Alors il rencontre Newton au cours d'un repas et il lui pose la question suivante, Monsieur Newton.
Imaginez que voilà, vous avez le Soleil, vous avez un astre qui tourne autour du Soleil et qui est soumis à une force d'attraction en 1 sur r carré. Quelle doit être la trajectoire de cet astre? Et alors Newton lui répond du tac au tac, c'est une ellipse. C'est une ellipse, je sais le faire, j'ai fait le calcul il y a 20 ans. Il est sur des brouillons, il est là. Bon, ok. Alors Halley est assez impressionné, et effectivement, Newton fait parvenir à Halley, quelques semaines plus tard, un petit document de 9 pages qui contient une preuve du fait que les planètes, ou différents astres, tournent autour du Soleil selon des ellipses, un calcul mathématique. Halley est très très impressionné. Il l'encourage vivement à publier ses découvertes, et il va même aller jusqu'à financer, au moins partiellement, l'édition de cet ouvrage, Les Principia, qui enfin paraît, vous voyez, 20 ans après, qui enfin paraît en 1687, les Principia Mathematica. Alors avec cet ouvrage, Newton obtient immédiatement une grande reconnaissance internationale. C'était déjà un grand scientifique, mais là, il accède au Panthéon. Paradoxalement, sa reconnaissance sera beaucoup plus tardive en France. Alors il y a une raison à ça. En fait, en France, la théorie newtonienne mettra près d'1 siècle à être acceptée. La raison, c'est que à l'époque, en France, il y a un autre grand savant qui s'appelle Descartes. Et Descartes, lui, ne croit pas au vide. Il ne croit pas non plus à l'existence d'une force d'attraction qui ne repose sur rien de concret. Pour Newton, ce qui emporte les planètes autour du Soleil, ce qui les maintient sur leur orbite, c'est une espèce de tourbillon d'éther. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc Descartes et les cartésiens, comme on dit autour de lui, défendent la théorie des tourbillons. Ça, c'est ce qui se passe en France. Et il faudra les interventions de nombreuses personnes pour que les idées newtoniennes finissent par percer en France. Notamment, alors, au cours du XVIIIe siècle, il y a des mathématiciens, par exemple Maupertuis et Clairaut, qui vont se lancer dans des expéditions pour faire des mesures de géodésie sur la Terre. Donc il y a des grandes expéditions au cours du XVIIIe siècle. Maupertuis, Clairaut, Jussieu, Lacondamine, Godin, enfin beaucoup de monde. Ils partent dans des endroits incroyables, au Pérou, en Laponie. Ils ont des aventures d'ailleurs assez extraordinaires. Et leur but, c'est de décider si oui ou non la Terre est légèrement aplatie au pôle. Parce que c'est ça la question que se pose l'Académie à l'époque. La théorie de Newton, du fait que la Terre tourne sur elle-même, prévoit que la Terre est très légèrement aplatie au pôle, un petit peu comme un ballon de rugby. Et Descartes rejette totalement cette idée. Descartes n'y croit pas. Pour Descartes, la Terre est parfaitement ronde. Donc c'est ces expéditions qui, par des mesures très très précises, vont aboutir à la conclusion qu'il n'y a aucun doute, la Terre est légèrement aplatie au pôle. Donc là, la théorie des tourbillons de Descartes commence à vaciller. C'est dans les années 1740-50. Voltaire va également beaucoup participer à la diffusion des idées de Newton, qui l'ont beaucoup impressionné. À vrai dire, il faut rendre justice, ce n'est pas tellement Voltaire qui a diffusé les idées, c'est beaucoup plus celle qui a été sa maîtresse, d'ailleurs, entre parenthèses, pendant 15 ans, Émilie du Châtelet, qui a fait une traduction en français des Principia. Alors évidemment, cette traduction en français a largement aidé à la diffusion des idées newtoniennes en France. Et puis, également, Diderot et d'Alembert, dans leur encyclopédie, ont pris parti pour la théorie newtonienne. Donc c'était un petit peu la consécration de la mécanique newtonienne en France. Et puis je pense que le triomphe définitif des idées de Newton a été assuré quand, en 1759, la comète de Halley est repassée. Et ça, c'était exactement prévu par les lois de Newton. Donc là, triomphe définitif. Mais vous voyez qu'il a fallu près d'1 siècle quand même pour que ces idées diffusent. Alors à vrai dire, en science, c'est assez souvent le cas. Il faut du temps pour que les théories diffuses soient acceptées. Quoi qu'il en soit, avec la publication des Principia, on peut vraiment considérer, sans exagérer, que c'est le début de la mathématisation de la physique et de l'ensemble des sciences. Newton, il a à l'époque cette attitude extraordinairement moderne, qui est l'attitude aujourd'hui de tout mathématicien, tout scientifique en général, qui est la chose suivante.
le scientifique ou le mathématicien, il observe le monde qui l'entoure, et puis il essaie de le modéliser par des équations. Équations qu'ensuite il va analyser, simuler aujourd'hui avec nos ordinateurs, pour vérifier que, effectivement, les modèles qu'il a écrits, les équations mathématiques qu'il a écrites, correspondent à l'expérience. Sinon, on jette, on fait comme Newton. Et évidemment, ces mathématiques qu'on a mises nous permettent de prédire des choses que sinon on n'aurait peut-être pas vues. Alors, ça illustre formidablement bien la pensée, la magnifique pensée d'ailleurs qu'avait eu Galilée, qui avait dit la chose suivante: la nature est un livre écrit en langage mathématique. Autrement dit, ce dont se rendent compte à l'époque de Newton les scientifiques, c'est qu'effectivement les mathématiques décrivent formidablement bien le monde qui nous entoure. Et c'est la première fois qu'on s'en rend compte. D'ailleurs, je crois que dans 2 conférences, dans ce cycle, il va y avoir une conférence d'Ingrid Dobeschi qui porte un petit peu sur cette question. Donc, dans les Principia, outre la loi universelle de la gravitation dont j'ai parlé, Newton énonce aussi les lois de Newton, les lois universelles du mouvement, notamment le très fameux principe fondamental de la dynamique, que voici, qui est enseigné dans tous les lycées du monde, et qui vous décrit, qui vous donne une équation différentielle mathématique, vous permettant de décrire et donc aussi de prédire le mouvement d'un objet qui est soumis à des forces extérieures. Prenons un objet de masse petit m, et le principe fondamental de la dynamique stipule que masse fois accélération du système est égale à la somme des forces qui s'appliquent à ce système. Je pense que vous avez tous appris ça. Oui, mais alors, pour énoncer cette loi, cette fameuse loi, nous, évidemment, en langage moderne, on sait ce que c'est qu'une accélération. Une accélération, c'est une dérivée, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ça ne nous pose plus trop de problèmes. Ou encore, c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Oui, mais à l'époque, la notion de dérivée n'existe pas. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que Newton, en écrivant son livre, au passage, introduit la notion de dérivée pour formuler sa loi. C'est quand même assez extraordinaire. Newton est effectivement considéré dans l'histoire des sciences comme étant le co-inventeur du calcul différentiel. Pourquoi ? Parce que, en parallèle de toutes ces études dont je vous parle, et du point de vue maths, le calcul infinitésimal, le calcul différentiel est en train d'être inventé. Mais c'est une œuvre collective, naturellement. On a tendance toujours à retenir que 1 ou 2 noms. Il faut bien voir que c'est des œuvres collectives, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, qui manipulent des idées, qui les partagent. C'est ça qui fait avancer la science. Quoi qu'il en soit, si on veut retenir 2 noms, il y en a beaucoup plus, mais sur le calcul différentiel, c'est indéniablement Newton et Leibniz, qui en plus ont défrayé la chronique, si j'ose dire, à l'époque. Leibniz, c'est ce mathématicien allemand, très célèbre, qui en 1684 publie un article dans lequel il pose les bases du calcul différentiel moderne. On lui doit la notion de fonction, la notion de dérivée, la notion d'intégrale, avec même le signe intégral, on lui doit tout ça. Alors que Isaac Newton, lui, ne publie les Principia, vous savez bien, qu'en 1687, 3 ans plus tard. Alors, Newton rend hommage, d'ailleurs, aux découvertes de Leibniz dans son ouvrage. Il rend hommage aux découvertes de Leibniz et il écrit qu'il est arrivé aux mêmes conclusions que lui par des procédés similaires. À l'époque, il n'y a pas de polémique. Mais il y a une polémique qui va naître, qui n'est pas du fait des 2 savants, mais qui est due à l'entourage de Newton, qui essaie de s'approprier, si vous voulez, la paternité de l'invention du calcul différentiel, et ça va être une sacrée controverse. C'est des gens de la Royal Society autour de Newton qui, carrément, vers les années 1710, accusent Leibniz de plagiat. Ils accusent Leibniz d'avoir volé les idées de Newton, d'avoir eu accès, et c'est vrai, l'histoire l'a montré, d'avoir eu accès à des manuscrits non publiés de Newton. Oui, mais bon, il a largement été démontré par la suite que Newton et Leibniz ont effectivement travaillé de manière totalement indépendante
Et à vrai dire, de toute façon, les règles de calcul différentiel telles qu'elles ont été énoncées par Leibniz se sont avérées par la suite beaucoup plus puissantes, puisque c'est celles qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, à l'époque, ça a créé une vive controverse, une sacrée querelle, qui a été grave, parce qu'elle a même provoqué carrément une rupture complète entre les mathématiciens anglais d'un côté et les mathématiciens du reste de l'Europe continentale de l'autre. C'est un Brexit avant l'heure. Mais un Brexit qui a duré pendant près d'un siècle. Ça paraît futile aujourd'hui, ces choses-là. Mais à l'époque, les mathématiciens anglais se sont coupés de leurs confrères jusqu'au début du XIXe siècle, pour des querelles qui aujourd'hui nous paraissent un petit peu futiles. Bon. Alors quoi qu'il en soit, et je voudrais vous le montrer sur ce slide, les méthodes utilisées par Newton et Leibniz étaient en fait très proches. Je voudrais vous montrer ici comment Newton faisait pour dériver une fonction toute simple. Vous voulez dériver la fonction x puissance n, y égale x puissance n. Donc vous connaissez la réponse. La réponse, c'est n x puissance n-1. Bon, d'accord. Alors comment faisait Newton ? Ben, vous allez voir qu'il faisait comme on fait un petit peu, entre guillemets, à la physicienne aujourd'hui, comme on dit. Newton dit, je vais remplacer x et y par des perturbations de ces variables. Je remplace x par x plus un petit truc que j'appelle epsilon fois x point. Et x point, pour Newton, c'est une fluxion, donc mot qui a disparu, hein, le mot qui a été utilisé par Newton. Nous, de nos jours, on utiliserait plutôt la notation de Leibniz, on utiliserait x plus dx. Et Newton remplace y par y plus epsilon y point, où y point est la fluxion de y. Il remplace, et puis on développe. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ici, vous voyez qu'on peut développer par la formule du binôme de Newton. Et puis, alors, dans notre langage moderne, une fois qu'on a développé, il suffit d'identifier les termes d'ordre 1, comme on dit aujourd'hui. Identifier les termes en epsilon, ce qui vous donne y point égale nx puissance n-1 fois x point. Et là, c'est un petit peu plus flou, mais enfin, Newton n'a pas du tout la notion rigoureuse de limite, d'ailleurs Leibniz non plus à l'époque. Et ce que Newton exprime comme dérivée, c'est la quantité y point sur x point, dont il parle en disant que c'est le quotient ultime de deux accroissements évanescents. Dans notre langage moderne, ce n'est rien d'autre, cette quantité, que dy sur dx. C'est pas très surprenant. Donc vous voyez que c'était finalement exactement la même chose. Et en fait, cette histoire de quotient de deux accroissements évanescents, quotient ultime d'accroissement évanescent, comme le dit Newton, coïncide presque mot pour mot avec notre notion moderne de dérivée, qui n'est rien d'autre qu'une limite des taux d'accroissement. Bon. Okay. Quoi qu'il en soit, en 1687, Newton réalise ce tour de force de démontrer les lois de Kepler en combinant sa loi universelle de la gravitation et le principe fondamental de la dynamique. Et ça, c'est un tour de force. Toute la communauté scientifique, à l'époque, se posait la question d'essayer de démontrer mathématiquement ce que Kepler avait postulé. Ce que Kepler avait postulé, ce sont les fameuses 3 lois de Kepler, et Newton les démontre, c'est-à-dire la puissance mathématique du personnage. Et notamment, donc parmi les 3 lois, Newton démontre que les planètes suivent des orbites périodiques, des trajectoires périodiques autour du Soleil, qui sont des ellipses dont le Soleil est l'un des foyers. Autrement dit, et toujours dans notre langage moderne, Newton a complètement résolu ce qu'on appelle à l'heure actuelle le problème à 2 corps, c'est-à-dire le problème où vous négligez les attractions de tous les autres corps possibles, vous ne regardez que 2 corps, par exemple le Soleil et la Terre, et vous voulez décrire le mouvement relatif de la Terre par rapport au Soleil, soumise à son attraction. Alors dès lors, plus rien ne s'oppose à formuler même le problème à n corps. Donc vous avez le Soleil et n planètes, disons, ou n-1 planète pour faire n corps. Et grâce aux lois de Newton, on peut écrire le principe fondamental de la dynamique qui vous conduit à des équations différentielles, des équations mathématiques,
qui décrivent exactement le mouvement relatif des astres, les uns par rapport aux autres, sachant que les astres sont soumis à leurs interactions gravitationnelles respectives. Et donc, comme je disais, Newton a résolu complètement ce problème dans le cas n égale 2. Alors, il s'attaque au cas suivant, bien sûr, n égale 3. Et notamment, il s'attaque au cas qu'on a coutume d'appeler de nos jours le problème restreint des trois corps. Alors, c'est un problème qui est fort intéressant, dans lequel vous avez trois corps, mais deux des trois corps sont très massifs par rapport au troisième. Par exemple, vous prenez comme trois corps le Soleil, la Terre, qui sont donc très massifs, et un troisième corps qui est un caillou, ou un petit astéroïde, ou même de nos jours, pour faire un saut temporel, un engin spatial. D'accord ? C'est ça le problème des trois corps restreints. J'ai deux corps massifs et un troisième corps, disons, de masse nulle ou quasi nulle. Et donc ce problème est extrêmement intéressant, d'abord parce qu'à l'époque c'est un grand challenge mathématique, et de nos jours, vous l'imaginez, c'est pour faire des missions spatiales, mais à l'époque ce n'est pas la préoccupation de Newton. Quoi qu'il en soit, Newton formule ce problème, il introduit même la notion de ce qu'on appelle aujourd'hui un référentiel tournant, c'est dire aussi l'intuition physique de Newton. Un référentiel tournant, c'est ce qu'on va prendre dans la suite, c'est un référentiel dans lequel, disons, le Soleil et la Terre sont fixes. Et donc, ce qui nous intéresse dans ce référentiel où le Soleil et la Terre sont fixes, donc un référentiel tournant, c'est le mouvement relatif d'un troisième corps, d'un caillou. Et ce caillou est donc soumis à trois forces. La force d'attraction du Soleil, la force d'attraction de la Terre, et puis, comme on est dans un référentiel tournant, il y a la force centrifuge. Voilà. Bon. Donc vous écrivez les équations de Newton et vous essayez de les résoudre. Newton essaie de faire ça, à l'époque il n'y arrive pas, et pour cause, parce que c'est un problème qui est extrêmement difficile, et à vrai dire il va falloir attendre près d'un siècle pour qu'il y ait une découverte mathématique majeure sur ce problème, le problème des trois corps, et cette découverte va être faite par deux mathématiciens très célèbres, qui sont Euler et Lagrange. Alors, ce que trouvent Euler et Lagrange, c'est que le mouvement relatif du caillou, soumis donc à l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Terre, a exactement 5 points d'équilibre, qu'on appelle les points de Lagrange, L1, L2, L3, L4, L5. Ça veut dire quoi, point d'équilibre ? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si vous allez placer un petit caillou ici, exactement au point L1, alors il ne bouge pas, il est fixe. C'est assez intuitif. Sur cette ligne Soleil-Terre, vous imaginez bien qu'il y a un point par ici, sur le segment Soleil-Terre, pour être précis, il y a un point et un seul, tel que, si je pose un caillou en ce point, alors il ne bouge pas. Pourquoi ? Parce qu'en ce point, il faut imaginer que vous avez la force d'attraction du Soleil, qui va vers la gauche, et puis vers la droite, vous avez la force d'attraction de la Terre, plus la force centrifuge. Il y a un point, quelque part, où ces forces s'annulent exactement. C'est le même principe, vous voyez, pour le point L2. On imagine bien que de ce côté-là, il y a un point unique où effectivement les forces d'attraction et ou centrifuge respectives s'annulent. Si je pose un caillou au point L2, il y reste parce que vers la gauche, vous avez l'addition de la force d'attraction du Soleil et de la Terre, et vers la droite, vous avez la force centrifuge. Donc même chose là-bas pour le point L3, et puis même chose pour ce qu'on appelle les points équilatéraux, L4 et L5. On les appelle points équilatéraux, vous voyez, pour des raisons géométriques assez claires. Par exemple, au point L5, j'ai par ici la force d'attraction du Soleil, par ici la force d'attraction de la Terre, et par ici la force centrifuge, qui viennent s'annuler exactement. Donc, 5 points d'équilibre. En fait, les 3 premiers avaient été découverts par Euler, mais Euler n'avait pas découvert L4 et L5. C'est Lagrange, quelques années plus tard, qui les a découverts, et du coup, c'est un petit peu injuste, mais c'est Lagrange qui a emporté le morceau, et on les appelle les points de Lagrange. Voilà.
Alors, comme ce sont des points d'équilibre, ça en fait des sites pour l'observation spatiale qui sont extrêmement intéressants. Pourquoi? Parce que si vous allez déposer un télescope Hubble par exemple, ou un engin spatial quelconque, et vous allez le déposer en un tel point d'équilibre, L1 ou L2 ou L5, alors vous êtes sûr qu'il y reste. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Mais du coup, ça nous amène la question suivante, à savoir, OK, mais que se passe-t-il si j'avais posé l'engin un petit peu à côté? Est-ce qu'il y reste aussi? Alors ça, c'est la question mathématique de stabilité des points d'équilibre, question étudiée en maths dans les systèmes dynamiques. Alors là, on fait un saut vers le XXe siècle, voire même le milieu du XXe siècle, et on démontre, à l'aide de théorèmes mathématiques de mathématiciens également très connus, vous voyez, Poincaré, Lyapunov et Moser, et c'est Moser qui démontre ça, on démontre que les points L1, L2, L3 sont instables, alors qu'au contraire, les points L4 et L5 sont stables. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, la stabilité et l'instabilité? Eh bien, avant de vous la montrer sur ce schéma, je vais vous la montrer sur un système tout simple, puisque je l'ai amené. Ça, c'est un pendule. C'est probablement le premier système physique qu'on étudie en classe de physique. Donc ce pendule, je ne veux pas vous endormir non plus, ce pendule, un pendule, c'est une petite masse attachée au bout d'une tige que je suppose sans masse à un point fixe, un pendule. Voilà, il peut tourner dans tous les sens. Ce pendule, vous le savez bien, il a ici deux positions d'équilibre, en voilà une, et puis, je triche, en voilà une autre. Ce que je suis en train de dire, c'est que si le pendule est exactement vertical, soit comme ceci, soit comme ceci, et là je triche un peu, bien sûr, alors il reste exactement vertical. Oui, mais vous voyez bien qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux équilibres. Il y a un équilibre qui est stable. Stable, ça veut dire que si je le perturbe un peu, mon système reste au voisinage de sa position d'équilibre, alors que l'autre équilibre ici, donc je suis obligé de tricher, l'autre équilibre ici, vous le savez bien, il est instable. C'est-à-dire que si mon pendule n'est pas exactement vertical, ou s'il y a une légère perturbation, le pendule quitte sa position d'équilibre et va ailleurs. C'est ce qu'on appelle la stabilité et l'instabilité d'un point d'équilibre. Et c'est exactement le même phénomène qui arrive pour les points de Lagrange. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, par exemple, le point L1 ici est instable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pose un petit caillou au voisinage du point L1, mettons vers la flèche rouge là, alors le caillou ne reste pas au voisinage du point L1. Il va se mettre à dériver, peut-être à tourner autour du Soleil, de la Terre, à partir ailleurs. Il ne reste pas au voisinage de sa position d'équilibre. Au contraire, au voisinage des points L4 et L5, vous avez la propriété de stabilité. Ça veut dire que si je dépose un petit caillou au voisinage du point L5, je ne sais pas quel mouvement exactement il va faire, mais quoi qu'il en soit, il reste dans un voisinage du point L5. Ce qu'il faut imaginer, c'est que les points L4 et L5 sont des espèces de cuvettes, des cuvettes de gravité. D'accord ? Donc vous avez une cuvette. Je suis sûr que vous avez tous fait l'expérience quand vous étiez petit. Vous avez une cuvette et puis vous lâchez une bille dans la cuvette. Que fait la bille ? Elle reste dans la cuvette, à moins que vous ayez mis une force suffisamment grande, évidemment, pour qu'elle sorte. Donc vous avez exactement, au voisinage des points L4 et L5, ce phénomène de cuvette de gravité. Alors, revenons à la question de l'observation astronomique. La stabilité des points L4 et L5 peut a priori sembler être une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si je dépose un engin spatial au voisinage du point L5, je suis sûr qu'il va rester par ici. Très bonne nouvelle. Oui, mais quoi ? Ces points étant des cuvettes de gravité, ce sont des sites qui sont très sales, remplis de petits cailloux, d'astéroïdes, de saleté. Regardez l'illustration sur le système Soleil-Jupiter. Donc vous prenez comme deux corps massifs le Soleil, qui est ici au centre, et Jupiter. Vous voulez deviner les points L4 et L5, vous voyez ? Ils
Ils sont par ici. Et vous voyez que dans ces cuvettes de gravité autour des points L4 et L5, là, vous avez plein de cailloux. Ces cailloux, on les appelle les astéroïdes troyens et grecs. Et en fait, cette configuration, vous la retrouvez dans n'importe quel système à 3 corps. Alors, à cause de cette propriété d'attraction gravitationnelle, de cuvette gravitationnelle, il est hors de question d'aller déposer des satellites au voisinage des points L4 et L5, parce qu'ils seraient immédiatement percutés par des cailloux et vos satellites auraient une vie courte. Alors, au contraire, maintenant, l'instabilité des points L1, L2 et L3 est finalement une très bonne nouvelle pour l'observation astronomique. Parce qu'à cause de cette instabilité, ce sont des sites qui sont naturellement propres. Il n'y a pas de cailloux, il n'y reste pas. Bien sûr, le prix à payer, c'est qu'en ces points, il va falloir ce qu'on appelle stabiliser vos engins. Mais vous allez pouvoir les stabiliser avec peu de force. Regardez, je vous montre. Voilà un pendule inversé. Donc je sais que si je le lâche, il va se mettre à tomber. Mais je sais aussi qu'avec peu de force, je vais pouvoir le stabiliser dans sa position d'équilibre instable. Parce que je suis proche d'un équilibre. Non, je fais ça depuis des années, quand même. Bon. Et alors, effectivement, les points de Lagrange sont utilisés depuis longtemps, depuis une trentaine d'années, par les agences spatiales. Il y a beaucoup d'objets aux points de Lagrange. En voici des exemples, juste des petits exemples. Au voisinage du point L1 dans le système Soleil-Terre, depuis 25 ans gravite le satellite SOHO, dont la mission est d'observer la surface du Soleil, les taches solaires. Il est idéalement placé, bien sûr, pour observer le Soleil. Au voisinage du point L2, toujours dans le système Soleil-Terre, donc idéalement placé par rapport au Soleil, puisqu'on est du côté noir, sera lancé vers 2021, en mars 2021, selon un article que j'ai encore lu cet après-midi là, dans le journal, le futur télescope Hubble, le James Webb Space Telescope. Et puis, alors, il y a beaucoup d'autres objets. Je vous en donne ici que 2 exemples. Et puis, j'aime bien citer cette série B, d'ailleurs très mauvaise, cette série B des années 60, l'homme de la planète X. Alors, ce qui est marrant, c'est que les auteurs de science-fiction avaient, comme d'habitude, précédé les scientifiques pour trouver des utilisations au point de Lagrange. Et les auteurs de science-fiction avaient imaginé qu'au point L3, c'est-à-dire là-bas, de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre, un point qui nous est invisible, ils avaient imaginé qu'il y a une planète, ce qui est évidemment totalement improbable, mais c'est de la science-fiction, la planète X, dont les habitants seraient des méchants qui s'apprêteraient à nous envahir. Voilà. Alors, ces points de Lagrange offrent des propriétés mathématiques qui les rendent extrêmement intéressants par rapport à l'élaboration de missions spatiales. Voici un premier point mathématique. C'est que, autour de chaque point de Lagrange, il existe plein de trajectoires périodiques, c'est-à-dire des trajectoires qui se referment sur elles-mêmes. Il en existe plein. Il existe, par exemple, les plus simples, les plus connues aussi, c'est celles qu'on appelle les orbites de halo, c'est-à-dire des orbites qui ressemblent à des cercles déformés. Mais il y en a plein d'autres. Vous trouvez en fait ce qu'on appelle en maths toutes les orbites de Lissajous. Par exemple, vous avez des orbites périodiques en forme de 8. Vous avez des orbites périodiques en forme de triple 8, quadruple 8, etc. Toutes les orbites de Lissajous. Alors ça, c'est un point, c'est une propriété complètement découverte par les mathématiques, qui a été observée évidemment depuis, et d'ailleurs utilisée. Elle a été utilisée par exemple pour le satellite SOHO, parce que en fait, je vous ai légèrement menti tout à l'heure, le satellite SOHO n'est pas exactement tout proche du point L1 dans le système Soleil-Terre. Sinon, à cause du bombardement électromagnétique du Soleil, on ne pourrait pas communiquer avec SOHO. En fait, SOHO a été placé sur une orbite de halo d'assez grande amplitude autour du point L1 dans le système Soleil-Terre.
Alors c'est ça qui est intéressant, hein, avec ces orbites périodiques. C'est drôlement bien parce que ça veut dire que si vous y placez un caillou ou un petit engin spatial sans moteur ou avec un petit moteur, quitte à le stabiliser un petit peu, vous savez qu'il va rester sur sa trajectoire périodique. Donc ce sont des trajectoires gratuites ou quasi gratuites. Un autre exemple, dans le début des années 2000, fameux également, a été l'orbite de la sonde Genesis. La mission de Genesis a consisté à envoyer une sonde sur une orbite de halo autour du point L1 dans le système Soleil-Terre. La sonde a suivi cette trajectoire périodique pendant à peu près 2 ou 3 ans. Elle a récupéré des particules de vent solaire, des choses comme ça. Et à la fin, alors ça a été absolument remarquable, les ingénieurs des agences spatiales ont fait rentrer la sonde sur Terre de manière complètement gratuite, avec une simple petite pichenette initiale. Ils ont mis une petite pichenette à la sonde, bien calculée, et la sonde s'est mise sur une orbite déterminée par des mathématiques, et elle est rentrée sur Terre toute seule, sans autre consommation de carburant. Évidemment, ça a donné, le succès de cette mission a donné beaucoup d'appétit aux agences spatiales dans le monde, qui se sont mis à vouloir explorer toutes les possibilités. Tiens, je vais vous en montrer une autre possibilité. C'est une petite vidéo qui a été faite par l'un de mes anciens étudiants. Voilà, c'est une mission dans laquelle alors, vous avez un engin spatial, un satellite, donc qui part d'une orbite de halo dans le système Terre-Lune cette fois-ci, qu'à un moment donné on désorbite. La sonde fait 1 ou 2 tours autour de la Lune, profite d'effets gravitationnels au passage et vient s'enrouler asymptotiquement, elle vient converger vers l'orbite de halo qui est de l'autre côté, au voisinage du point L2. Donc ça, c'est une mission également gratuite en termes de carburant. Et ça me fait arriver à mon point suivant, mathématique, qui est la chose suivante. Donc, faisons une remarque. Prenons une orbite périodique. Par exemple, prenons une orbite de halo, comme c'est le cas sur la figure de gauche. Prenons une trajectoire qui ressemble à un cercle. Et à partir de là, regardons toutes les trajectoires possibles qui viennent converger, qui viennent s'enrouler, qui viennent mourir sur l'orbite périodique, l'orbite de halo. Donc, il faut imaginer que vous avez une espèce de tire-bouchon de pas de plus en plus petit et qui vient converger vers l'orbite de halo. D'accord ? Vous les prenez toutes. Il en arrive des deux côtés, d'ailleurs. Et si vous prenez l'union de toutes ces trajectoires, qu'on appelle des trajectoires asymptotiques, eh bien, vous obtenez une espèce de tube, comme c'est le cas sur la figure de gauche. D'accord ? Vous obtenez une espèce de tube, de cylindre, dont la base est l'orbite périodique en question. Donc, par exemple, un cercle, si vous avez une orbite de halo. Okay ? Je vais passer plutôt à la figure suivante. Voilà ce qu'il faut imaginer. Vous avez ici une orbite de halo, et vous avez un tube issu de cette orbite. Voilà. Et en fait, ces tubes, moi j'aime bien les appeler des couloirs de gravité, ou même encore des courants de gravité. Pourquoi ? Parce ils sont nés à cause des effets gravitationnels, et notamment au voisinage des points de Lagrange. Et surtout, ils ont la propriété très très intéressante suivante, qui est que si vous lâchez un petit caillou à l'intérieur du tube, voilà, comme mon point rouge ici, alors ce caillou va rester à l'intérieur du tube et va se mettre à dériver dans le sens du courant, comme ceci. Et puis éventuellement, il va passer dans un autre tube, et puis etc. Il faut imaginer que c'est une situation qui est assez similaire à ce qui se passe avec les courants marins. C'est pour ça d'ailleurs que c'est agréable de les appeler courants de gravité par rapport aux courants marins. Ce sont des courants qui existent, voilà, qui sont là, qui sont prévus par les maths et qui sont gratuits. Donc vous pouvez choisir de les utiliser. C'est comme si vous étiez sur l'océan, vous êtes proche d'un courant marin, et puis vous avez une barque et aucun moteur. Dans ce cas-là, vous êtes bien content de bénéficier du courant marin pour vous déplacer. C'est exactement la même chose ici dans l'espace. Vous avez un engin spatial, et puis pour économiser du carburant, parce que ça coûte de plus en plus cher, mais je ne suis pas venu là pour ça,
Pour économiser du carburant, vous voulez couper les moteurs et vous voulez profiter du courant de gravité. Ben, cela est possible. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. En fait, il faut imaginer, alors c'est un peu une vue d'artiste, ce que je vous montre ici, il faut imaginer que le système solaire est constellé de genres de tubes, de courants de gravité, dans lesquels vous pouvez vous déplacer. Alors attention, ces tubes, les planètes tournent, vous savez, Newton l'a démontré, et les tubes tournent avec les planètes. Non, c'est un sacré bordel. Donc les tubes changent, se coupent, ne s'intersectent plus, machin, ça change sans arrêt. Mais c'est calculable. Ce qu'on peut imaginer, c'est de se déplacer, comme ceci, à l'intérieur des tubes. Alors cette petite vidéo est d'ailleurs très exagérée, parce qu'on a l'impression que ça va vite. En fait, ce n'est pas vrai, ça va très lentement. C'est comme pour les courants marins. Vous pouvez vous déplacer gratuitement, oui, mais très lentement. Quoi qu'il en soit, en faisant des calculs, et pas mal de maths, ce que vous pouvez dresser, c'est une véritable cartographie du système solaire, une cartographie qui est dynamique, comme je vous l'ai dit, qui évolue sans arrêt. Ce n'est pas statique comme sur cette image. Mais vous dressez une espèce de carte de métro, en quelque sorte, du système solaire, en calculant donc des tubes qui sont susceptibles de vous faire passer d'un point à un autre point que vous pouvez calculer dans le système solaire. Bien sûr, ce point où vous allez, vous ne le choisissez pas, on est d'accord. Les tubes vous emmènent là où ils vous emmènent. Ça, c'est comme ça, on ne peut pas changer la nature. Mais quoi qu'il en soit, c'est un métro qui est totalement gratuit. C'est le ticket gratuit dont je parle dans mon titre. Alors, ceci dit, donc, et je vous l'ai dit, mais c'est un peu comme le RER-B. C'est lent. Okay. Donc, métro gratuit, mais très lent. Bon, mais il faut savoir ce qu'on veut. Ça permet en tout cas de planifier des missions interplanétaires low cost. Vous voyez, on fait aussi du low cost maintenant pour l'espace. Mais par contre, c'est en temps très très long. Ceci dit, le low cost sur Terre, il est très long aussi. Donc, bon. En tout cas, en attendant d'aller très loin dans le système solaire, par exemple, on envisage comme ça des missions vers Titan. Ce que veulent faire les gens dans l'immédiat, alors l'immédiat, ça peut vouloir dire dans 20 ans, mais c'est de revenir sur la Lune. Les agences spatiales, d'ailleurs vous l'avez lu sans doute aussi dans les journaux dans les 2 jours, là l'Europe veut se positionner là-dessus. Ce que les agences spatiales veulent faire, c'est retourner sur la Lune et construire une base sur la Lune, une base lunaire. Cette base servirait ensuite de point intermédiaire pour aller plus loin, pour aller ailleurs, pour aller vers Mars, probablement. Mars à la fin du siècle peut-être. Donc, si vous voulez construire une base sur la Lune, ça veut dire qu'il faut planifier donc, des missions qui vont emmener beaucoup de matériel. Et dans ces conditions, on peut utiliser des missions robotisées qui vont vers la Lune en temps assez long, on s'en fiche, c'est pas grave, il s'agit d'amener beaucoup de matériel. On appelle ça des missions cargo, des missions qui, au lieu d'aller vers la Lune en 3 jours, comme on sait faire, on sait aller vers la Lune en 3 jours. Par contre, on dépense énormément de carburant. Vous prenez un hors-bord, quoi. Et donc, avec un hors-bord, vous vous fichez des courants marins. D'accord ? Mais là, non. On veut y aller en économisant le plus possible de carburant. Dès qu'on est sorti de l'attraction terrestre, on voudrait pouvoir se placer dans un tube qui nous emmène gratuitement vers la Lune. C'est ça l'objectif. Alors, effectivement, avec 2 de mes anciens étudiants, on a prouvé que c'était possible. On a prouvé que c'était possible en utilisant, alors non pas les orbites de halo, les orbites qui ressemblent à des cercles, mais des orbites qui ressemblent à des 8, les courbes de Lissajous dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc prenez des courbes périodiques autour des points de Lagrange qui ressemblent à un 8. Et prenez les couloirs de gravité qu'elles engendrent. Donc c'est des espèces de tubes en 8, comme ça c'est bizarre, un tube en 8. Et ces tubes, maintenant, vous les calculez. Et là, on a une bonne surprise. On a une bonne surprise, c'est que ces tubes conservent leur allure de tube en temps très long.
Et ça, c'est très différent de ce qui se passe finalement pour les couloirs de gravité, les tubes issus d'orbites de halo. Parce que, en fait, les tubes qui sont issus d'orbites de halo, très vite, ils deviennent ce qu'on appelle en maths chaotiques. C'est-à-dire que ces tubes, très très vite, ils s'évasent, un petit peu en forme de trompette, comme ça. Et comme ils s'évasent, évidemment, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Alors que les tubes en 8, si vous les calculez en temps long, conservent en temps long leur structure de tube en 8. Et de plus, et vous le devinez ici, à part qu'ils font des jolis dessins autour de la Terre, ça on s'en fiche, surtout ils viennent s'enrouler ici autour de la Lune, un petit peu comme une pelote de laine. Donc manifestement, ils permettent de survoler quasiment l'ensemble de la surface de la Lune, et même très proche, puisqu'ils passent à une distance de la surface de la Lune de seulement 1500 km. Donc ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en utilisant ces tubes, il est effectivement possible, et Ariane Group s'est positionné là-dessus, pour répondre aux futurs appels qui ne vont pas manquer, s'est positionné là-dessus pour planifier de futures missions spatiales qui soient les plus économiques possibles pour retourner vers la Lune. Vous avez ici en bleu la surface lunaire qui est survolée par les couloirs de gravité. Alors, malheureusement, c'est comme toujours, il y a toujours une petite mauvaise nouvelle quelque part. Ce qu'envisagent les agences spatiales, c'est de construire une base lunaire au pôle nord de la Lune. Bon, alors, manque de bol, les pôles nord et sud sont les seuls points de la Lune qui ne soient pas survolés par les orbites en 8, mais enfin, ce n'est pas très très grave parce que tout de même, on s'en approche déjà pas mal. Voilà. En tout cas, ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est la possibilité de missions cargo qui soient les plus économiques possibles. Et vous voyez, j'en suis arrivé à ma conclusion en respectant scrupuleusement les horaires. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai intitulé ma conférence « De la pomme de Newton au courant de gravité » et pourquoi j'ai parlé de tickets gratuits, parce que vous voyez, depuis une pomme qui serait tombée en 1666, qui aurait donné à Newton cette intuition géniale de la gravitation universelle, une loi qui est de nos jours extrêmement simple à énoncer, enseignée, je le disais, dans tous les lycées du monde. Donc depuis 350 ans, vous voyez, on en a fait du chemin. Et à l'heure actuelle, avec les simples lois de Newton, et seulement avec les lois de Newton, on est capable de concevoir, d'imaginer des missions spatiales interplanétaires, allez, rêvons, mais c'est possible, qui soient complètement ou quasi gratuites, en tout cas en termes de consommation de carburant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va pouvoir poser des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question, levez la main, j'approche le micro. Voilà. Bonjour, merci pour votre présentation, très intéressante. Mais je voulais savoir, là vous avez dit que c'était long pour aller sur la Lune avec cette méthode. C'est de quel ordre par rapport aux 3 ou 4 jours quand on a des moteurs ? 3 à 4 mois. Ah oui, c'est ça, d'accord. 3 à 4 mois. Donc, pour des missions robotisées, c'est complètement raisonnable, finalement. C'est pas terrible, c'est pas grave. Oui. C'est pas très, très long. Ouais, d'accord. C'est pas très, très long. Et effectivement, étant donné qu'on veut envoyer de nombreuses missions vers la Lune, les missions cargo, pour envoyer beaucoup, beaucoup de matériel. Donc, ce sera fait par des robots, pas par des humains. Et un délai de 3-4 mois est tout à fait raisonnable. Même 6 mois, 7 mois aurait été tout à fait raisonnable. Oui, bonsoir. Oui, il y a un problème, c'est que les points comme points de Lagrange, où automatiquement le caillou se stabilise, etc.,
qu'il soit le petit caillou ou le plus gros satellite, etc. Mais alors, puisque ça suppose donc une force qui est automatique, qu'on peut statique, mais cette force statique, est-ce qu'on n'a pas essayé dans des, même comme quand on a reproduit par exemple l'atmosphère de Jupiter artificiellement, comme dans un aquarium, on n'a pas vérifié que si ce point de Lagrange, bien que statique comme ça, qu'une simple énergie de forme géométrique qui engendre cette force, n'a pas un minimum de composantes physico-chimiques tout de même, qui ferait qu'au bout d'un certain nombre, certes, on peut avoir un transport apparemment gratuit au début de l'énergie, mais si on envoyait un grand nombre en transport, est-ce que la composante physico-chimique de ce point de Lagrange ne finirait pas par avoir été captée, sucée, usée entièrement? Bon, écoutez, le postulat à l'époque de Newton, c'est de dire qu'il y a une... C'est ce qui choquait beaucoup Descartes, d'ailleurs, c'est de dire qu'il y a une force d'attraction internationale... Vous voyez, voilà, ça c'est la fatigue qui commence à arriver. Une force d'attraction universelle qui est en 1 sur R carré et qui ne repose sur aucune interaction concrète. Ce qui choquait beaucoup Descartes à son époque. Donc ce n'est pas relié a priori à de possibles interactions avec le caractère physico-chimique, comme vous dites, de l'environnement de ce point. Les propriétés gravitationnelles au voisinage des points de Lagrange ne sont pas altérées, pour autant que je sache, par la présence de nombreux engins. Ceci dit, votre question, ça ne va pas répondre à votre question, mais ça vient de me donner une idée complètement bizarre. C'est que, pourquoi pas, au point de Lagrange, on pourrait imaginer des espèces de centrales de gravité. J'ai cru que c'est ça que vous alliez me dire, en fait, c'est pour ça que j'y ai pensé. De la même façon qu'on imagine des centrales hydrauliques qui bénéficient d'un courant, alors pas un courant marin, mais un courant d'eau, on pourrait très bien imaginer des centrales de gravité au voisinage des points de Lagrange. Sujet de TIPE. Quelle est la distance minimale entre ces couloirs et la Terre? Par exemple, les orbites en 8 que je vous ai montré tout à l'heure, celle que vous voyez sur cette figure à gauche, passe à peu près à 100 000 km de la Terre, donc assez loin. Mais il y a plein d'autres tubes. Il y a plein d'autres tubes qui passent, eux, beaucoup plus proches de la surface de la Terre. Donc ça veut dire que si vous voulez utiliser ces courants de gravité, il faut en utiliser en fait une bonne combinaison. Il faut en calculer plusieurs, calculer exactement à quel moment ils vont s'intersecter et puis bien viser son coup. En fait, le secret ici est dans l'intersection des couloirs de gravité. C'est d'ailleurs là qu'il y a les calculs les plus difficiles, à vrai dire, comme vous pouvez l'imaginer. Pour les marées terrestres, le Soleil ainsi que la Lune influent sur les marées. Alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi les points L1 et L2 sur le système Terre-Lune oublient l'attraction du Soleil. Ça devrait faire un système à 3 corps. Et j'ai compris que les mathématiques, pour résoudre ça, pour le moment, on ne sait pas les faire, peut-être par des ordinateurs ultra puissants. Vous avez tout à fait raison. Alors, quand on regarde un système à 4 corps, dans lequel on aurait, par exemple, le Soleil, la Terre, la Lune, plus un caillou, alors il se trouve qu'en approximation, et dans certains voisinages que l'on sait calculer mathématiquement, en approximation, vous avez tout de même des problèmes à 3 corps. C'est-à-dire que dans certaines régions de l'espace, c'est vraiment les attractions de la Terre et de la Lune qui vont compter. Et vous pouvez supposer, avec une très bonne approximation, que vous êtes dans un problème à 3 corps, avec la Terre et la Lune comme 2 corps massifs. Et dans d'autres zones de l'espace, au contraire, ce qui va compter, ce sont les attractions du Soleil et de la Terre. Donc, quand on travaille sur un problème à 4 corps, ce qu'ont l'habitude de faire les agences spatiales, c'est de faire, comme ils disent, du 3 corps patché. Ça, c'est leur vocabulaire.
On passe de système à 3 corps dans un autre système à 3 corps. Et il y a une autre propriété fondamentale par rapport à votre question, c'est que la structure des 5 points de Lagrange dont je vous ai parlé dans mon exposé n'est effectivement pas affectée par les effets gravitationnels de toutes les autres planètes. Ça, c'est très important. Ça pourrait très bien ne pas être le cas. Hein. C'est le cas dans notre système solaire. Ce que je dis, c'est que malgré les attractions de toutes les autres planètes qui viennent perturber ces problèmes à 3 corps, la structure des points de Lagrange, même la structure des tubes dont je vous ai parlé, reste stable. On a fait que parler de voyage à travers le système solaire. Je voulais savoir si avec les courants de gravitation, ce serait envisageable de considérer un voyage interstellaire. Et est-ce qu'il faudrait à ce moment-là utiliser un peu de carburant quitte à aller un peu plus vite, mais en utiliser moins que si on n'utilisait pas les courants? Oui. Alors, ouais. Donc là, on est dans Star Wars. Hein. Mais vous posez une excellente question. Hein. Ces points de Lagrange et leurs propriétés de gravitationnelles ne permettent pas, a priori, d'aller au-delà du système solaire, parce qu'au bout d'un moment, les effets gravitationnels sont si faibles qu'il ne se passe plus rien. Donc là, il faudrait faire autre chose. Et comme vous dites, par exemple, allumer des moteurs, aller plus vite que la vitesse de la lumière, comme dans des films, hein, ça, ce ne sera pas de notre vivant. Hein. Merci beaucoup encore. Alors moi, je suis affreusement angoissé maintenant avec le problème à 3 corps. Et justement, dans le problème à 3 corps, Terre, Lune et Soleil, est-ce qu'il n'y a pas une instabilité que, dites-moi que ce soir, la Lune ne va pas nous tomber dessus, en fait, en fin de compte, comme Newton l'avait prévu, hein. Alors, je vais vous faire une réponse qui va peut-être vous surprendre. Mais donc nos astronomes ont largement étudié ce phénomène, et d'ailleurs ça remonte même à Newton. La Lune tend à s'éloigner de plus en plus de la Terre. Donc non, elle ne va pas nous tomber sur la tête, pauvres Gaulois que nous sommes, hein, mais au contraire, elle s'éloigne de plus en plus de la Terre. Elle s'éloigne, je crois, alors c'est pas beaucoup, hein, c'est 3 cm par an ou 4 cm par an, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, l'éloignement de la Lune est dû à un phénomène très intéressant, c'est à cause des marées. À cause des marées, si vous voulez, à cause du phénomène des marées, la Terre est un petit peu boursouflée, comme un ballon de rugby, je force un petit peu le trait. Et comme la Terre tourne un petit peu plus vite que la Lune, les marées sont en avance par rapport à la Lune. Donc l'effet gravitationnel du surplus de masse de la marée a tendance à entraîner la Lune, et cette vitesse supplémentaire qu'elle crée sur la Lune a tendance à la désorbiter petit à petit. C'est assez marrant. Hein. Et donc, ça fait que la Lune s'éloigne de la Terre de 3 cm par an. Mais alors, d'ici à ce que la Lune soit désorbitée et quitte complètement le voisinage de la Terre, selon les calculs, il se passerait 15 milliards d'années. Alors, de toute façon, dans 15 milliards d'années, nos planètes auront disparu, puisque dans 5 milliards d'années, le Soleil explose. Donc, on a encore la Lune pour un petit moment, au-dessus de nos têtes. Donc, pour les points de Lagrange, on a vu un modèle en 2 dimensions et il y avait 5 points de Lagrange. Et donc, je me demandais s'il y avait un système en 3 dimensions, est-ce qu'il y aurait plus de points de Lagrange ou est-ce qu'il y en aurait toujours 5 ? C'est une bonne question également. Et la réponse, c'est que non, il y en a toujours 5. Il y en a toujours 5. Il se trouve que dans notre système solaire, les planètes sont à peu près toutes dans un même plan, le plan de l'écliptique, comme on dit.
Donc, à peu de choses près, nos mouvements sont essentiellement planaires. Ils se passent dans un plan, se passent en 2D, ce qui facilite légèrement l'analyse. Mais effectivement, si vous menez les analyses en 3D, eh bien, vous avez exactement la même configuration avec très exactement également 5 points de Lagrange. Pas plus, pas moins. Et cette démonstration est d'ailleurs due à un scientifique qui s'appelle Sbeeli en 1967. Donc vous voyez, c'est assez récent, il y a 50 ans. Et oui, c'est comme ça, les points de Lagrange se situent dans un plan. C'est la nature des choses. Ouais, tout à fait. Emmanuel, quand tu as regardé le système plutôt Jupiter-Soleil, oui, avec les Grecs, il y avait une ceinture blanche au milieu. Oui, la ceinture d'astéroïdes. Tu peux expliquer ça ? Ça remonte manifestement aux origines du système solaire, quand il y avait beaucoup de matière qui tournait autour du Soleil, et puis la matière, petit à petit, toujours par la gravité, les effets gravitationnels, la matière s'est rassemblée, a formé des planètes qui, petit à petit, se sont stabilisées sur leurs orbites, ou pas. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des planètes qui, à l'époque, ont quitté notre système solaire, on ne sait pas trop. Et il se trouve que entre Mars et Jupiter, il y a une multitude de cailloux, un petit peu comme les anneaux autour de Saturne. C'est le même genre de phénomène. Ces ceintures qui, d'ailleurs, à très long terme, mais là encore, c'est à une échelle de temps qui est de toute façon supérieure à la durée de vie de notre système solaire, cette ceinture, tout comme les anneaux de Saturne, sont voués à disparaître. Toujours à cause des effets gravitationnels. Oui, enfin, les océans, est-ce que ça ne peut pas être considéré comme le quatrième corps, un corps fluide? Voilà, les marées. Oui, c'était déjà une idée que Newton avait émise dans les Principia Mathematica. C'était absolument, les progrès qu'il a réalisés, si vous voulez, dans les Principia sont absolument extraordinaires. Dans les Principia, je n'en ai pas parlé, mais Newton s'intéressait beaucoup au mouvement des fluides. Et à l'époque, en effet, et grâce aux effets gravitationnels, il a pu comme ça commencer à expliquer le phénomène des marées. Donc oui, on peut tout à fait affiner nos modèles et prendre en compte les effets de marée pour voir quelles sont leurs conséquences. La conséquence, c'est celle que j'expliquais tout à l'heure, c'est le fait que, une conséquence amusante, c'est le fait que la Lune a tendance à s'éloigner de plus en plus du Soleil. Pour expliquer ce phénomène, il faut vraiment aller regarder effectivement les océans comme un corps à part entière, comme vous dites, un corps qui évolue sans arrêt et qui boursoufle la Terre. Peut-être que j'ai une image quelque part, attendez. Éloignement de la Lune, oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est cette illustration, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il faut imaginer les marées, vous voyez, comme une boursouflure, mais qui tourne un petit peu plus vite que la Lune, donc qui crée un effet d'entraînement de la Lune. Oui, une autre question. Je voulais savoir pourquoi il n'y a pas les points gris enfin de l'autre côté, là, les points de Lagrange qui sont des points normalement. Pourquoi ça fait un amas et ça ne s'agglutine pas une sorte de finalement d'astéroïde, une sphère au niveau des points, toutes les saletés, tous les cailloux. Pourquoi ça ne fait pas une masse assez ponctuelle et là ça fait un amas sur le schéma? Alors parce que ces astéroïdes, les astéroïdes, excusez-moi, troyens ou grecs, faut voir qu'ils ont aussi une vitesse. Sur cette figure, ils ont l'air fixes. Mais souvenez-vous, déjà, les planètes tournent autour du Soleil, les points de Lagrange tournent en même temps, les astéroïdes tournent en plus, et qui plus est, autour des points de Lagrange, les satellites, donc en mouvement relatif, ont tendance à tourner également. Imaginez, je vais reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure de la cuvette de gravité. Donc imaginez que vous ayez votre cuvette et que vous jetiez une bille
à peu près avec une vitesse horizontale, et vous la jetez comme ça très 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 fort. Donc imaginez bien que la bille, avant de tomber au fond de la cuvette, va déjà tourner, tourner, tourner. C'est exactement ce qui se passe dans l'espace, et les billes dans l'espace, ou les astéroïdes, ne tombent que très très lentement, si elles tombent, au fond de la cuvette, tout simplement parce qu'on est dans le vide, on est à des échelles astronomiques, et les effets gravitationnels sont en fait extrêmement faibles. Si vous alliez, par exemple, je ne vous le souhaite pas, mais allez poser une cuvette sur la Lune et faites l'expérience de la bille, et évidemment, vous vous en doutez, la bille va mettre beaucoup plus de temps à tomber au fond de la cuvette. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Quel est l'ordre de grandeur pour sortir de l'orbite d'un halo à un autre, à peu près? Vous voulez dire l'ordre de grandeur en temps? De puissance, enfin d'accélération ou de freinage. Ah, les vitesses. Oh, c'est des vitesses orbitales, c'est des vitesses de l'ordre de 10 km par seconde, typiquement. Je ne vois pas qui m'a parlé. Mais... Dans le cadre d'un voyage vers la Lune là, dont vous avez parlé, donc qui durerait quelques mois, en utilisant ces fameux courants, est-ce que les calculs sont suffisamment précis pour pouvoir prévoir dès le départ tout ce qu'on va faire, ou est-ce qu'ils sont faits en temps réel? Évidemment, les agences spatiales nous demandent la Lune, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Donc bien sûr que les agences spatiales nous demandent de leur remettre des logiciels qui sont capables de faire du temps réel. Mais alors sur des problèmes qui atteignent une telle complexité algorithmique, non, ça, on ne sait pas faire du temps réel. Ceci dit, on sait faire des logiciels qui sont capables de prévoir, comme ceci, des trajectoires ou des trajectoires de secours, au cas où il y a un problème, en quelques minutes. Mais il faut quand même quelques minutes. Alors quelques minutes, des fois, ça peut être long. Ça dépend de la catastrophe en cours. Monsieur. Ici. Oui. Alors, du coup, vous aviez dit que pour aller sur la Lune juste avec les courants, ça pouvait prendre 3 à 4 mois. Oui. Mais déjà, est-ce qu'il serait envisageable d'aller sur des planètes comme Mars, juste avec des courants? Et si oui, ça pourrait prendre combien de temps? Oui, excellente question. Oui, c'est possible d'aller jusqu'à Mars avec des courants, mais ça prendrait à peu près 8 à 10 ans. Donc là, ça commence à être un peu long. Et en tout cas, pour les futures missions humaines, si elles ont lieu un jour, qu'on enverra sur Mars, il est complètement inenvisageable d'utiliser les tubes. Les tubes, on peut les utiliser pour envoyer des missions robotisées, ça, il n'y a aucun doute. Par exemple, pour aller vers Titan, ça prendrait 25 à 30 ans. À l'échelle des agences spatiales, c'est relativement raisonnable. Mais pour envoyer des hommes vers Mars, non. Non, là, on sera obligé de passer à la pompe. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, vous savez, d'ailleurs, à propos des missions vers Mars, à vrai dire, c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé après ma thèse de maths. On m'avait fait travailler sur le projet Mars Sample Return, le projet qui consiste à calculer la rentrée atmosphérique optimale d'une navette dans une atmosphère. En l'occurrence, c'était l'atmosphère martienne. Et puis, alors à l'époque, j'étais très très fier, parce que c'était en 2001 ou 2002. On m'avait dit, les premières missions, c'est 2008. Alors, bon, ça, c'est formidable. 2008, c'est bien, c'est demain. Puis, au fur et à mesure de mes travaux, on m'a dit 2012, 2016, 2020. Puis, à un moment donné, on m'a dit, oh, c'est 2032. Mais j'ai bien compris que sur le ton sur lequel c'était dit, ça voulait dire plus l'infini, si vous voulez. Et là, à l'heure actuelle, d'ailleurs, vous voyez, on est en 2019, et je pense pas qu'en 2032, on sera allé sur Mars, ça c'est sûr. Mars, c'est plutôt 2050, 2060 peut-être, pas avant. Je parle des premières missions humaines pour aller vers Mars. Il faudra d'abord retourner sur la Lune.
Bonjour monsieur. Est-ce que du coup ça serait possible que des astéroïdes entrent dans des courants gravitationnels et percutent des satellites? Est-ce que ça serait du coup un danger possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, absolument. Alors, que ce soit, si c'est des gros astéroïdes, on va les voir venir, parce que les gros astéroïdes, ils sont surveillés, ils sont catalogués. Mais ce qui ne se prévoit pas, c'est plutôt des poussières. Parce que vous savez, une poussière, même seulement de 1 mm, quand elle va à 7 ou 8 km par seconde, vous savez bien, vous avez vu ça dans des films, si elle vous arrive dans la figure, vous n'êtes pas bien. Donc, ces poussières qui sont non catalogables sont effectivement une source possible d'ennui pour nos satellites. À vrai dire, dans les tubes, dans les couloirs de gravité, il n'y en a certainement pas beaucoup, du moins, ce n'est pas là qu'il y en a le plus. Là où il y a beaucoup de pollution, mais ça vous le savez bien, c'est le problème des débris spatiaux, c'est plutôt au-dessus de nos têtes, c'est sur les orbites basses, les orbites géostationnaires. L'orbite géostationnaire est terriblement polluée. Ces orbites-là sont polluées parce que on lance des satellites, vous savez bien, depuis les années 50, 60. Donc on en a lancé des centaines, voire des milliers. Et puis quand on lançait les satellites, au début, on ne se souciait absolument pas de leur fin de vie. Et évidemment, les satellites arrivés en fin de vie, on les laissait dériver comme ça. Donc il y en a plein qui dérivent comme ça sans fin. Et puis à force, les satellites se rencontrent, se percutent. Ça crée plein de petits débris, des millions en fait. Je ne sais plus combien il y a, je crois que c'est 22 000 débris de plus de 10 cm, oui c'est ça, dont certains ont la taille d'un bus. D'accord? Ça veut dire que, vous savez, ce film, que je ne vais pas citer, vous connaissez sans doute, ce film où vous avez un astronaute qui voit arriver sur lui une pluie de débris, ça, c'est pas du tout de la science-fiction, c'est vrai. Et la station internationale est sans arrêt surveillée parce que, de temps en temps, elle doit faire des manœuvres, un petit peu comme un torero, pour éviter des débris qui passent. Et en tout cas, elle est très souvent percutée, la station internationale ou d'autres de nos satellites, par des millions de petits débris qui ont peut-être la taille d'une poussière, mais peu importe, c'est un facteur d'usure. Imaginez que vous ayez des satellites qui sont actionnés par des panneaux solaires. Des panneaux solaires, c'est très grand. Et donc, ils reçoivent plein de poussière, et au bout d'un moment, ils s'usent. C'est d'ailleurs un problème économique absolument majeur, parce qu'on a tellement... Il n'y a pas que la Terre qu'on a polluée. On a aussi été pollué l'espace. Et l'espace est désormais tellement pollué qu'il faut absolument le dépolluer. Alors, à vrai dire, c'est peut-être déjà trop tard. Ce qui veut dire que dans l'avenir, d'ici quelques années, peut-être, ça ne vaudra plus le coup de lancer de nouveaux satellites. Pourquoi? Parce que ce sera tellement pollué que même si vous en lancez de nouveaux, alors ça nous coûte cher, ils seraient détruits au bout de quelques semaines, à cause de tous les débris qui orbitent autour de la Terre. Donc ça va être une question économique absolument majeure. Parce que j'imagine que, comme moi, vous êtes un peu habitué maintenant à ce genre d'appareil. Vous attendez, moi aussi, le 5G avec impatience. Mais sans satellite, ça va être un peu plus compliqué. Et il faudra revenir aux câbles, peut-être. Il faudra repasser des câbles sous les océans, peut-être. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Je voudrais savoir s'il y aurait d'autres utilités au courant gravitationnel. D'autres, pardon? Utilités. Ah, d'autres utilités? Outre les missions spatiales, vous voyez, j'en ai imaginé une tout à l'heure, c'était les centrales de gravité. C'est loufoque, ce que je dis là. C'est complètement loufoque parce qu'à mon avis, les effets sont tellement faibles que ça ne vaut pas le coup. Mais bon, après tout. On a réussi récemment à approcher un astéroïde dans la ceinture de Oort. Et vous avez certainement eu en primeur la photo du dit astéroïde. Curieusement, il se présente comme un bonhomme de neige avec deux boules superposées. Je pense que ça répond partiellement à la question du monsieur qui demandait comment s'agréger les choses. Et cette ceinture de Oort, c'est peut-être pas votre spécialité, excusez-moi, vous êtes un mathématicien. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Non,
Non, non. Je n'en sais absolument pas plus là-dessus. Effectivement, j'ai observé comme vous les photos de cette espèce de cacahuète qui était assez amusante. Très certainement, en effet, cette pierre en forme de bonhomme de neige, comme l'ont décrite les médias, est certainement née de la collision de deux morceaux de glace qui sont restés accrochés. Ouais. Très certainement. Non, non, je crois qu'on n'en sait pas beaucoup plus encore. Bonjour. J'aimerais savoir si, à part les masses des planètes, il y aurait d'autres moyens d'influencer les tubes de gravité. Ah, ces tubes de gravité sont un pur produit des équations de Newton et uniquement des équations de Newton. Il n'y a aucune autre hypothèse dedans. C'est vraiment le principe fondamental de la dynamique, ça, voilà. Les couloirs de gravité, on démontre leur existence par des mathématiques uniquement en nous basant sur ce simple système d'équations. Je dis simple, mais il est faussement simple, parce que ces équations différentielles recèlent en fait une richesse qui est absolument incroyable. Mais ce n'est basé que sur la formulation de la gravitation universelle par Newton, donc des forces d'attraction en 1 sur R2, et le principe fondamental de la dynamique. C'est tout. Et c'est seulement applicable à une échelle qui est immense. On ne pourrait pas l'utiliser, par exemple, pour la physique quantique. Alors, tout à fait. On parle ici de la mécanique newtonienne et non pas des découvertes d'Einstein en 1905. Les lois de Newton s'appliquent à des vitesses qui sont non relativistes. Vous savez, on a souvent coutume de dire « Ouais, mais les lois de Newton, bon, ça a duré 300 ans, mais elles ont été détrônées par la relativité restreinte et générale d'Einstein vers les années 1905. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elles ont au contraire été confortées par la théorie d'Einstein. Ce qu'a remarqué Einstein, et d'ailleurs d'autres scientifiques à son époque, c'est que les lois de Newton ne s'appliquent plus ou ne correspondent plus très bien à la réalité dans le cas où vous atteignez des vitesses de l'ordre de la lumière, ce qu'on appelle des vitesses relativistes. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut aller changer les équations. Et là aussi, ça a été le génie d'Einstein, qu'on peut tout à fait d'ailleurs comparer au génie de Newton, à vrai dire. C'est une autre découverte majeure. Mais la théorie d'Einstein, au bout du compte, n'a fait que conforter la théorie de Newton. En lui donnant une certaine assise, la théorie de Newton est valable pour certaines vitesses, les vitesses qui sont bien inférieures aux vitesses de la lumière. Si vous considérez des objets quantiques ou en tout cas des objets qui se déplacent à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, les lois de Newton n'expliquent plus assez bien le mouvement. Il faut passer à la relativité. Mais là encore, vous voyez, on est dans l'attitude newtonienne dont je vous parlais au départ. On postule des relations mathématiques et on ne les accepte que si elles coïncident rigoureusement avec l'expérience, avec les mesures qu'on peut faire en pratique. L'attitude de Newton en 1666 est remarquable. C'est exactement l'attitude moderne des scientifiques. Bonjour, déjà merci pour votre présentation. Je voulais juste vous demander, en fait, parce que vous êtes un peu dans le sujet, si vous pensez que vous l'avez d'ailleurs tout à l'heure évoqué, qu'un possible retour sur la Lune et l'installation plutôt d'une base lunaire aurait un réel intérêt, ou est-ce que, par exemple, pour l'ESA, est-ce que c'est juste un moyen de faire vendre du papier? C'est un peu les deux à la fois. C'est un peu les deux à la fois. Vous savez, quand Kennedy a décidé, ça devait être en 1961 ou 62, d'envoyer des hommes, des Américains bien sûr, sur la Lune avant la fin de la décennie, c'était uniquement pour montrer sa puissance par rapport au bloc de l'Est, au bloc soviétique. Donc, au départ, c'est bien l'éternelle question, qui est le plus puissant? C'est moi Kennedy. Mais après, évidemment, les expéditions de l'homme sur la Lune ont eu d'autres effets bénéfiques. D'abord, ça a fait avancer plein
plein de domaines scientifiques, on s'est posé plein de nouvelles questions. Et puis, ça a été aussi un moment de paix pour toute l'humanité, parce que ça a été une espèce de projet de toute l'humanité qui décidait d'envoyer des hommes, bon, fussent-ils américains, ok, mais on envoyait des hommes sur la Lune. C'est quand même pas mal. On peut imaginer, peut-être à la fin de ce siècle, j'en sais rien, que quand on enverra des hommes vers Mars, là aussi, ce sera un projet international. Donc un projet pour le bien de l'humanité. Un projet de paix, finalement. C'est ça, peut-être, qu'il faut retenir. Donc les motivations spatiales, alors elles peuvent avoir des motivations purement financières. C'est le cas quand on envoie des satellites sur les orbites géostationnaires. Mais elles peuvent aussi avoir des motivations uniquement géopolitiques. Quand vous envoyez, par exemple, des satellites sur des orbites basses qui vont espionner ce qui se passe au Moyen-Orient ou ailleurs. Et puis, comme je disais avec l'exemple de Kennedy, il y a les objectifs de démontrer sa puissance. La Chine, par exemple, vient d'envoyer un engin spatial sur la face cachée de la Lune. Je ne suis pas sûr que l'intérêt scientifique était énorme, mais ils ont démontré au monde entier qu'ils étaient devenus une grande puissance spatiale. Le problème est assez multiple. Merci Emmanuel. Je pense que c'est le moment de clore cette soirée. Je suis désolé pour ceux qui avaient encore des questions, mais là, il est presque 8 heures.